pourriez prendre place, s'il vous plaît? Voilà. Très bien. Voilà. Voilà. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce débat donc, qui est consacré au CERM, avec cet intitulé « Une vision systémique globale pour une intermodalité réussie, l'exemple des CERM territoriaux, les services express régionaux métropolitains ». Voilà, donc les CERM, ces fameux CERM, donc un projet lancé véritablement par les pouvoirs publics fin 22, avec pour objectif, comme l'on sait, la réalisation pour 10 à 12 métropoles de ce qu'on appelait à l'époque des RER métropolitains, qui ensuite sont devenus les CERM. Des projets avant tout ferroviaires, mais qui incluent aussi, qui intègrent aussi, il faut le souligner, c'est très important, les bus express, éventuellement des volets de covoiturage, le vélo et encore d'autres dimensions. Donc c'est tout à fait important. Alors, j'animerai cette table ronde, je suis moi-même François Pelletier, en tant que référent ferroviaire d'Orbimob, de notre association Orbimob, avec 6 intervenants. Tout d'abord, je voudrais saluer la présence avec nous de Anne-Céline Imbaud-Trogoff, qui déjà nous avait fait le plaisir l'année dernière d'intervenir dans un précédent débat pour le premier sommet des mobilités territoriales à Clermont-Ferrand. Anne-Céline, donc, qui est directrice exécutive au sein de la Société des grands projets. La SGP, c'est l'établissement public national sous tutelle du ministère des Transports et de Bercy un petit peu, qui donc est chargé, vaste mission, est chargé d'aider à la mise en place de ces CERM à travers les métropoles régionales, un certain nombre de métropoles régionales en France, dont Clermont-Ferrand et Saint-Étienne. Cette année, nous aurons aussi le plaisir justement d'accueillir un représentant de Saint-Étienne Métropole qui sera avec nous en visio, on va le voir d'ici peu, Monsieur Guillaume Arsac, que je salue également, qui est le responsable du service développement et prospective au sein de la direction transport et mobilité de Saint-Étienne Métropole, et j'ai mes notes, et qui supervise tout particulièrement le projet de CERM stéphanois. Voilà, donc on en saura plus sur l'avancement du CERM stéphanois également. Nous rejoindra également Frédéric Bonichon, qui est le maire de Châtel-Guyon, tout près de Riom, président de la communauté d'agglomération de Riom-Limagne-Volcan, conseiller régional et président, là pour nous c'est particulièrement important pour le CERM, président du pôle métropolitain Clermont-Auvergne-Vichy, Clermont-Vichy-Auvergne, pardon, dans l'ordre, une instance qui regroupe tout de même 3 communautés d'agglomération, 7 communautés de communes et qui représente 680 000 habitants. On verra que le pôle joue un rôle majeur pour faire aboutir le CERM de l'aire clermontoise avec les autres partenaires. Également avec nous cet après-midi, Jean-Yves Beckler, donc, qui est le directeur général du SMTC, le syndicat mixte des transports clermontois, qui est le bras armé en matière de mobilité de Clermont-Auvergne Métropole, pour donc les mobilités. Et Jean-Yves Beckler suit également, avec Frédéric Bonichon et avec tous les autres partenaires, l'élaboration de ce CERM de l'aire clermontoise, un CERM ambitieux, on le verra. Ils nous l'expliqueront et on fera un point d'étape aussi avec eux sur cet avancement. Je voudrais saluer aussi la présence de Madame Radia Warti. Merci de votre présence également, qui est la nouvelle directrice de la performance et du CERM au sein de la direction des grands projets de SNCF Réseau. Donc, très heureux de vous accueillir et merci de votre venue. Et enfin, à l'heure de l'ouverture à la concurrence, c'est très important, nous accueillons également Laurent Sénigou, qui est le directeur général adjoint du ferroviaire et de l'urbain pour Transdev, qui devient un acteur de plus en plus important dans le domaine des mobilités et des mobilités ferroviaires aussi en France. Voilà. On va essayer de respecter le temps imparti. Nous avons 1h30 à peu près, 1h40 maximum pour cette table ronde et débat, parce que évidemment il s'agit aussi après d'échanger avec vous, avec la salle. Et donc j'ai demandé à chaque intervenant une contribution courte, de façon justement à ce qu'on ait un temps d'échange aussi. C'est des interventions de l'ordre de 5 à 7 minutes avant le débat. On va commencer par Anne-Céline Imbaud-Trogoff, Anne-Céline, si vous voulez prendre place, voilà, et vous avez un micro à votre disposition. Sachant qu'on va vous poser une question tout à fait d'actualité, c'est-à-dire où en sommes-nous au niveau national pour les CERM.
sachant qu'on était parti d'une ambition de 10 à 12 termes au départ. Et donc, il faut aussi savoir qui dimensionne le projet global et sur quels critères géographiquement et financièrement. La balle est dans votre camp. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. Déjà, je suis ravie de revenir effectivement à Clermont pour parler mobilité et de le faire avec l'ensemble des intervenants qui vont intervenir sur les CERM aujourd'hui, puisque la démarche de CERM, c'est vraiment une démarche collective et donc qu'on porte collectivement, et c'est vraiment important dans l'émergence de ce projet. Alors, les CERM, où on en est? Le ministre des Transports a labellisé 26 CERM. Alors la labellisation, c'est finalement un acte ministériel qui n'a pas de valeur juridique en tant que tel, mais qui permettait de dire au ministre qu'effectivement, il y avait une forme de validation du fait que les territoires qui avaient émis le souhait de se lancer dans l'élaboration d'un CERM sur leur territoire pouvaient bien continuer la démarche. Donc effectivement, à l'issue de la loi CERM, je pense que personne n'avait complètement imaginé qu'il y aurait 26 CERM et donc 26 territoires qui ressentiraient le besoin d'améliorer les mobilités du quotidien, parce que c'est ça que ça veut dire, et qui ressentiraient le besoin du coup de s'appuyer sur les outils de la loi CERM et notamment sur cette démarche partenariale. Donc vous voyez les 26 projets ici. Sur ces 26 projets, la SGP intervient sur 16. On peut intervenir sur 17, mais aujourd'hui, on est sur 16 projets. On intervient, nous, Société des grands projets, donc établissement public national, que lorsque les collectivités le souhaitent. C'est important, c'est-à-dire que ce n'est jamais une obligation. Et donc, quand les territoires ont jugé qu'il était nécessaire pour eux de se faire accompagner et de s'appuyer sur cet établissement public, compte tenu de notre expérience en Ile-de-France, mais aussi compte tenu effectivement de l'intervention qu'on avait sur les différents CERM, eh bien, on a été présent. Voilà. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient à Clermont et à Saint-Étienne. On parlera de ces deux CERM aujourd'hui. Donc 16 projets pour lesquels alors le début a commencé en gros il y a 18 mois pour les plus 18 mois, 24 mois pour ceux qui ont commencé le plus tôt. 12 mois pour les autres. En tout cas, d'ici la fin d'année, tous ces projets remettront un dossier de statut au ministre. Donc c'est finalement l'acte qui permettra au ministre de donner ou non le statut de CERM. Donc c'est cette première étape fondatrice, parce que ce n'est pas une étape administrative, c'est très important de le savoir, et tous ceux avec qui on travaille à Saint-Étienne et à Clermont le savent, mais en fait on vient mettre en place les fondations d'un projet de service. Donc ce n'est pas une étape administrative, c'est vraiment une étape où on se dit quel est le schéma de service nécessaire pour améliorer les déplacements sur le bassin de vie, avec quels modes sont les plus pertinents à quels endroits, comment on le fait de manière phasée, et comment on le rend soutenable financièrement. C'est-à-dire on essaye de relier les besoins des usagers, des habitants, et une approche pragmatique. Qu'est-ce qu'on peut faire qui réponde à ces besoins, mais qu'est-ce qu'on est capable aussi de financer collectivement sur la durée. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on travaille, donc à Clermont, bien sûr, à 7 partenaires, à Saint-Étienne, où par exemple, on est sur moins de partenaires de la phase actuelle, mais un dialogue territorial qui permet d'embrasser large et de bien faire participer l'ensemble des intercommunalités qui seront concernées par le service. Alors, comment on définit le périmètre et comment on définit l'enveloppe financière? Alors d'abord, peut-être dire que 26 projets labellisés et 10 annoncés par le président de la République en novembre 2022, quand il a parlé des RER métropolitains, on pourrait se dire, ah bah, du coup, il y a embouteillage, tout le monde ne va pas y avoir le droit. Alors évidemment, je n'ai aucun mandat pour dire qu'il y en aura 10 ou 15 ou 26. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il n'y a pas tant une logique de nombre qu'une logique d'adéquation de la réponse aux besoins des territoires. Et ce qui sera regardé, c'est justement le travail qui aura été fait sur le périmètre, sur l'offre de services, son phasage, et sur, encore une fois, la dimension financière, c'est-à-dire quel coût a le projet et comment on va le financer. Il se trouve qu'à Saint-Étienne et à Clermont, par rapport à d'autres CERM, à la plupart des autres CERM, il n'est pas nécessaire d'avoir des gros investissements en infrastructure. Et ça, c'est important et c'est un vrai atout sur le territoire, sur ces deux territoires, parce que c'est des CERM qui vont du coup coûter moins cher relativement que les autres.
et donc qui vont permettre aussi finalement d'un point de vue du point de vue, je pense, du gouvernement, etc., de regarder les choses différemment par rapport à, on a des SERM où il faut des grosses infrastructures nouvelles qui coûtent plusieurs milliards d'euros. Donc évidemment que la manière d'appréhender sans doute les deux ne va pas être la même. Et d'ailleurs, le plan de financement en face ne sera pas le même, puisque pour financer ces SERM, il y a plusieurs options. Évidemment, les leviers classiques que vous connaissez et que l'on connaît tous, c'est-à-dire les leviers budgétaires, du côté des collectivités, mais de l'État aussi, via les contrats de plan État-région notamment, mais aussi potentiellement des leviers plus innovants qu'on connaît nous à la SGP, qui est de la levée de dette donc qu'on fait nous à la SGP, établissement public, avec des ressources affectées et qui permettent d'avoir un effet levier et de financer des investissements qui dépasseraient la capacité contributive du territoire et qui permettent du coup de donner de la visibilité, de rendre faisables des projets qui ne le seraient pas sinon, et puis qui permettent de s'assurer que les projets se fassent parce qu'on a la visibilité à long terme. Donc ça, c'est des éléments de crédibilité des dossiers. Et la manière dont on a, sur Clermont et sur Saint-Étienne, rendu, je pense, crédible, on est en train, c'est la fin, on continue à travailler. Mais la manière dont on a procédé, c'est vraiment de partir du besoin du territoire. Jean-Yves Becler y reviendra, Guillaume Arsac aussi, mais on est parti du besoin du territoire. On a eu des études techniques qui existaient, qu'on a rassemblées. On a mené des études complémentaires en termes de modélisation de trafic, en termes d'études techniques diverses et variées. On a mené un dialogue territorial très important qui a permis d'être sûr que les propositions qu'on pouvait voir émerger dans les études techniques correspondaient bien aux besoins, aux attentes. Donc ça, c'est extrêmement important aussi, sur le bon périmètre. Et avec tout ça, fort de tout ça, on est venu construire un schéma, ce qu'on appelle un schéma multimodal, c'est-à-dire quelle est l'amélioration de service souhaitée à différents horizons de temps et avec tous les modes. Et de là, on vient le déterminer un coût. Quel est le coût de ce schéma souhaité par l'ensemble des partenaires ? Évidemment, du coup, on a des itérations entre le schéma et le coût, puisqu'il faut que ce soit absorbable. Donc, quel est le coût en investissement ? Quel est le coût aussi en exploitation ? Parce que qui dit amélioration d'offres dit surcoût d'exploitation. Donc, la question se pose aussi pour l'ensemble des acteurs, évidemment, de savoir comment pourront être assumés ces surcoûts d'exploitation. Et cette définition, finalement, à partir vraiment d'un schéma qui est ancré, parce qu'on a fait du dialogue territorial, des études, etc., décliné sous forme financière, permet ensuite de regarder comment on finance, donc quel est le plan de financement. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire sur les deux territoires, et donc de dresser des pistes, évidemment plus précises sur le court terme, moins sur le moyen terme et le long terme, mais avec des pistes qui rendent le projet crédible et qui viennent assurer le ministre des Transports et Bercy que ce projet sera soutenable, crédible, etc. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir un dossier, je dirais, charpenté. Et enfin, le dernier point, c'est qu'on travaille, et l'ensemble des partenaires en témoignent, sur la gouvernance. Mais finalement, cette gouvernance, elle naît, déjà, elle préexistait, mais en plus, elle naît dans la phase aussi de préfiguration qu'on vit là, puisqu'on a l'ensemble des acteurs autour de la table. Encore une fois, avec des schémas différents. À Clermont, tout le monde autour de la table sur la préfiguration. Et à Saint-Étienne, la région et Saint-Étienne Métropole, mais un dialogue territorial qui associe tout le monde et une réflexion sur la gouvernance à l'échelle du bassin de vie. Et notamment associant le forêt, etc. Donc on est vraiment sur le travail d'un périmètre qui convient bien, et donc la gouvernance, elle naît déjà dans cette phase, et il faudra qu'elle se structure ou qu'elle soit pérenne pour la suite, pour porter ce projet, et il faudra montrer aussi à quel point elle est crédible pour la suite. Alors on demandera ensuite à Frédéric Bonichon et à Jean-Yves Becler quelles sont les prochaines étapes. Effectivement, on a bien avancé aussi sur l'aire clermontoise, mais il y a encore évidemment des points de passage importants, notamment la convention de financement. C'est sous-jacent. Bon, on verra si on peut avoir, si on nous donne un chiffre éventuellement de points de départ pour le CERM clermontois et le CERM stéphanois avec Guillaume Arsac. Pour conclure, Anne-Céline, vous, votre perception, vous nous avez déjà donné un petit peu des indices, mais votre perception justement sur la faisabilité, non, mais l'aboutissement de ces CERM clermontois et stéphanois dans les 12 à 20 ou 25 CERM nationaux, quelle est votre perception ? Alors, et c'est pas parce que je suis à Clermont que je le dis, mais je pense que ces deux projets, c'est sans doute parmi les projets les moins coûteux de CERM qui vont être
présentés sur l'ensemble du territoire et qui vont reposer sur des moins gros investissements, notamment ferroviaires. Il y a un certain nombre de SERM qui nécessitent des gros investissements, notamment ferroviaires. C'est ceux-là qui souvent coûtent cher, avec parfois des nouvelles infras, vraiment des barreaux neufs, etc. L'avantage, je pense, sur ces deux territoires, c'est qu'il y a une approche très pragmatique pour essayer de chercher quelle était la meilleure adéquation en fait, aux besoins, mais qui soit effectivement soutenable. Et donc, il y a une vraie approche pragmatique avec des horizons de temps, un phasage dans le temps. Je laisserai évidemment Frédéric Bonichon ou Jean-Yves y revenir, mais avec un phasage dans le temps, avec du coup des coûts qui s'étalent dans le temps. On est en train de travailler dessus, hein, donc on n'est pas au bout du chemin. Mais je pense que cette approche pragmatique et frugal n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas plus sobre que sur d'autres projets, ça va, je dirais, peser dans la balance, parce que il n'y aura pas de comparaison possible avec des SERM qui sont autour de très grosses métropoles et qui coûtent beaucoup plus cher, parce que sur les étoiles ferroviaires notamment, il y a besoin de beaucoup plus d'investissements. Donc, ce sera une autre catégorie, et de ce point de vue-là, je pense qu'il sera très intéressant pour le ministère de regarder comment peuvent être améliorées ces mobilités du quotidien sur des territoires où ce qu'il y a à faire est sans doute pas hors de portée, voilà, et où on peut faire des choses aussi assez rapidement. Ça, c'est important aussi, avec des horizons, et donc notamment 2029, voilà, qui permettent Première étape 2029. Exactement. Voilà. Anne-Céline, un grand merci. C'est tout à fait clair. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, nous allons nous rendre à Saint-Étienne. Si Guillaume Arsac est en ligne, il est en ligne. Merci bien d'être avec nous, Guillaume Arsac. Donc, je le rappelle, vous êtes l'un des principaux acteurs du CERM stéphanois, enfin, qui contribuait à préparer et à mettre en place ce CERM stéphanois en lien aussi avec la Société des grands projets. Alors, même chose, en 5 à 7 minutes, on va vous laisser nous présenter ce CERM stéphanois, avec d'ailleurs quelques clichés, quelques slides. Ça va. Cet après-midi, mais qui avait manifesté beaucoup d'intérêt pour ce sommet des mobilités territoriales durables. Et puis, je m'excuse moi-même d'être à distance avec les petites difficultés que cela peut entraîner. Mais l'agenda ne permettait pas ma présence à Clermont-Ferrand et je le regrette. Alors, effectivement, ce projet de CERM stéphanois, c'est un défi à la fois territorial, multimodal et intermodal. Sur ces questions de gouvernance, sur cette question d'amélioration d'offres crédibles et attractives de mobilité face à l'autosolisme, je crois que c'est ce qui résume le mieux ce projet de CERM stéphanois. Alors, quelques mots sur la première diapositive pour présenter très rapidement le territoire de la région stéphanoise. On est donc sur un bassin de vie et de mobilité d'environ 500 000 habitants, centré sur Saint-Étienne, mais avec un semis de villes moyennes et petites qui structure la vie quotidienne, le développement économique, le développement commercial et résidentiel de ce territoire. L'originalité, évidemment, c'est qu'on est à la fois en lisière orientale du Massif central et à 60 km de la métropole de Lyon. Donc, j'axerai la suite de mon propos un petit peu sur cette spécificité, puisque, effectivement, en termes de topographie, en termes de localisation géographique, on se retrouve dans une situation qui est, somme toute, assez spécifique. Quelques chiffres, hein, je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres, mais globalement, ce bassin de vie de 500 000 habitants centré sur Saint-Étienne, il nous emmène à peu près au sens de l'INSEE et de l'aire d'attraction sur Montbrison, sur Rive-de-Gier, sur Bourg-Argental, sur Monistrol-sur-Loire, sur Saint-Bonnet-le-Château.
On est sur un territoire avec une population relativement jeune, 37% de population de moins de 30 ans, une ville, une métropole étudiante, alors de rang intermédiaire, mais environ 30 000 étudiants. On est sur un territoire urbain et métropolitain avec des caractéristiques sociales tout à fait importantes à rappeler ici par rapport à la question finalement de l'attractivité des mobilités alternatives à l'autosolisme au quotidien. On a par exemple, pour ne citer qu'un chiffre, 28% d'employés et d'ouvriers sur le territoire. Donc avec des questions de budget des ménages et de besoins et d'attentes en matière de mobilité importants. Aujourd'hui, 78% d'automobilistes sur les flux domicile-travail sur le territoire de la région stéphanoise. Ça donne à voir un peu le report modal qui peut être attendu si on développe des offres et des intermodalités qui permettraient finalement de moins utiliser la voiture à l'avenir. Globalement, à l'échelle du bassin de mobilité, plus de 2,3 millions de déplacements par jour. La moitié est interne à la métropole stéphanoise au sens institutionnel du terme. Et par rapport à ces 2,3 millions de déplacements par jour, on en a un peu moins de 50 000 d'échanges par jour, de sens confondus, avec le Rhône et la métropole de Lyon. Si loin, si proche, si vous me permettez cette expression. La région stéphanoise, c'est un territoire où on utilise beaucoup la voiture, on utilise beaucoup ses pieds, hein, la part modale de la marche est tout à fait importante. Et même si Saint-Étienne a beaucoup développé, fabriqué, vendu de vélos, ben, on utilise assez peu le vélo dans les mobilités du quotidien. On a une part modale qui est, somme toute, très faible et qui ne demande qu'à être améliorée, notamment au travers du futur plan d'action et du futur scénario issu de la démarche partenariale du CERN. Un dernier chiffre peut-être pour présenter le territoire. Grosso modo, on peut retenir le fait que chaque jour, on a à peu près 50 000 voitures conduites par des non-stéphanois qui rentrent dans la ville-centre de Saint-Étienne. Donc les offres alternatives à l'autosolisme et tout particulièrement les transports publics, hein, qu'ils soient ferroviaires ou routiers, urbains, métropolitains ou régionaux, ne peuvent pas tout, partout, tout le temps, mais au minimum, hein, pour irriguer les différentes polarités urbaines et notamment la centralité stéphanoise, il semble là aussi que ces 50 000 voitures qui rentrent chaque jour dans la ville-centre de Saint-Étienne, ça laisse un petit peu de marge pour envisager un report modal, notamment au travers de ce plan d'action du CERN. Alors, si on passe sur la diapositive suivante, vous trouverez alors un document de travail hein, qui est issu justement des études portées, animées avec maestria en termes de calendrier et de contenu par l'ensemble des partenaires techniques autour de la SGP des différentes branches SNCF pour aller progressivement donc sur un schéma de développement multimodal. Je crois que le maître mot à retenir hein, sur ce schéma, que je ne vais pas vous commenter de A à Z sur l'ensemble de ce qui est représenté, c'est le pragmatisme et c'est sur une approche sans frontières. Il est vrai qu'en région stéphanoise, on n'a pas d'autorité organisatrice de la mobilité qui couvre plus d'une intercommunalité. Saint-Étienne Métropole exerce directement sa compétence mobilité, mais on n'a pas de syndicat de transport qui nous allie et qui nous embarque avec nos voisins territoriaux. La région, bien évidemment, gère la compétence sur les transports régionaux et sur les offres de cars départementaux, hein, à la fois côté Loire, à la fois côté Haute-Loire. Mais il est vrai qu'en matière de gouvernance, c'est l'un des enjeux hein, qu'Anne-Céline Imbaud-Trogoff évoquait il y a quelques minutes avant moi. Cette question de la gouvernance et du travailler ensemble et du se projeter ensemble est évidemment un enjeu très fort du projet de la démarche partenariale portée en région stéphanoise au travers de ce schéma multimodal du CERM. On peut citer hein, les principaux projets de développement. C'est le renforcement de l'offre TER, notamment en heure creuse et avec une meilleure amplitude horaire. C'est un cadencement systématique à la demi-heure au minimum. C'est 2 projets de pôles d'échange multimodaux avec fonction ferroviaire en projet, l'un dans la vallée du Gier, l'autre au débouché de la plaine du Forêt, hein, à hauteur d'Andrézieux-Boutéon. Sur les transports publics routiers, on peut citer des projets de lignes de car express, alors en création ou en restructuration par rapport aux offres existantes aujourd'hui sur le territoire. On a évidemment tout un réseau, tout un maillage de parcs relais à développer. Beaucoup de parkings existent déjà en rabattement sur les gares ou sur certaines lignes, je pense notamment au tramway stéphanois, mais il faut, j'allais dire, changer d'échelle et passer de l'échelle de la ville-centre, Saint-Étienne, et de sa métropole, 53 communes, à l'ensemble du bassin de vie et de mobilité de la région stéphanoise, sur lequel
aujourd'hui, un certain nombre de gares, de pôles d'échange méritent encore davantage d'attention et d'investissement public pour essayer d'y améliorer concrètement au quotidien, hein, dans la vraie vie des vrais gens, si vous me permettez cette expression un peu triviale, la pratique des alternatives à l'autosolisme, puisqu'encore une fois, on a des parts modales de la voiture qui sont aujourd'hui, somme toute, assez élevées. Juste sur ce schéma, on peut aussi signaler le fait que le vélo, hein, vous l'avez compris au travers de ma diapositive précédente, le rôle aujourd'hui du vélo dans les mobilités quotidiennes est quand même particulièrement limité. L'objectif, c'est vraiment de passer d'une logique de rattrapage, hein, où on a des projets d'axes en site propre qui sont menés tambour battant là, sur ce mandat, mais qu'il faut aujourd'hui poursuivre et amplifier à cette nouvelle échelle territoriale d'action publique pour vraiment avoir à terme un réseau structurant cyclable maillé qui passe les frontières, là aussi. C'est-à-dire qu'au-delà du plan vélo métropolitain, au-delà des plans vélo des différentes intercommunalités autour de Saint-Étienne Métropole, il faut arriver à recoller ces différents morceaux, puisque tout le monde a beaucoup d'actions, de moyens, de bonne volonté sur cette question. Encore faut-il vraiment passer de l'échelle intercommunale à l'échelle de l'ensemble du bassin de vie et de mobilité. Et ça tombe bien, puisque c'est un peu la thématique de cet atelier de cet après-midi. Un dernier mot aussi sur les questions d'aménagement urbain, de densification urbaine autour des gares. Vieille question, vaste question, mais qui pour autant demeure d'actualité, puisque c'est vrai qu'essayer d'envisager un développement de l'intermodalité, de mobilité plus durable, moins consommatrice d'énergie, c'est aussi agir sur les localisations et donc, in fine, la demande de transport. Peut-être en changeant de diapositive, une dernière diapositive dans cette prise de parole en quelques minutes pour vous proposer quelques axes de réflexion, quelques axes d'interpellation au-delà du schéma multimodal qui est en cours de travail donc, par la communauté technique présentée il y a quelques minutes. J'ai intitulé ici là, 4 poids. Il me semble que on peut, au travers notamment de l'exemple stéphanois, s'interroger sur le poids des mots. Alors, pour faire un petit clin d'œil à un vieux slogan, c'est vrai qu'on parle beaucoup hein, avec ces derniers mois, ces dernières années, de choc d'offres, de choc tarifaire, de choc de gouvernance. La question, c'est évidemment celle des moyens, c'est-à-dire quelle ambition France Transport peut-il découler de tout le travail partenarial aux différentes échelles porté et restitué dans le cadre de cette commande gouvernementale d'il y a maintenant quelques mois. Vous l'avez vu, et puis Anne-Céline Imbaud-Trogoff, vous le signalez tout à l'heure, sur le cas stéphanois comme sur le cas clermontois, on est sur des projets de SERM avec somme toute assez peu de projets d'infrastructure et par contre pas mal de projets d'amélioration de services. Mais tout cela a un coût et je ne peux pas m'empêcher, évidemment, ici, avec toutes les précautions d'usage, quand même d'interpeller sur cette question finalement des coûts d'exploitation au quotidien et du modèle de financement finalement de ces mobilités passe-frontières qui sont un véritable défi, comme je vous le disais en début de prise de parole sur ce projet de Serme Stéphano. La deuxième interpellation, c'est le poids des héritages. Le cas de Saint-Étienne, qui est finalement en bordure de Massif central et à 60 km de Lyon, fait que historiquement, hein, sur le temps long de plusieurs décennies d'action publique, d'investissement, de portage politique, beaucoup d'argent, beaucoup d'attention ont été portées sur le cas des liaisons entre Lyon et Saint-Étienne. Alors, il ne s'agit pas de les minorer, hein, c'est évidemment un sujet important avec des enjeux très forts de mobilité au quotidien. Pour autant, alors j'ai un petit clin d'œil, hein, vous avez sur le visuel une couverture d'une vieille vie du rail de 1976 sur l'offre Stélirail, hein, l'ancêtre finalement, un des ancêtres des TER, puis aujourd'hui des SERM, voilà, qui focalise beaucoup sur la vallée du Gier et sur ces liaisons entre ces deux cœurs métropolitains de tailles si différentes que sont les villes-centres de Lyon et de Saint-Étienne. Et puis plus récemment, cette question de savoir où se place Saint-Étienne finalement. Est-ce que Saint-Étienne est au centre d'une étoile ferroviaire et routière avec son propre bassin de mobilité, ce qui nous renvoie aux chiffres que je vous présentais en début de présentation, ou est-ce qu'on est finalement vu ou à nous projeter comme au terminus du RER de Lyon, je dis RER à dessein plutôt que SERM. C'est un peu ce qui s'est fait il y a maintenant une bonne quinzaine d'années au travers de REAL, un réseau express de l'agglomération lyonnaise, dans lequel vous voyez en bas à gauche là, du petit schéma, Saint-Étienne et la région stéphanoise apparaître en terminus de ce RER de Lyon. Encore une fois, sans rien minorer de l'intensité des flux et des enjeux de liaison entre Lyon et Saint-Étienne, il nous est apparu au travers de la LOM, puis des bassins de mobilité, puis maintenant de la démarche SERM, qu'il fallait absolument se voir comme au centre d'un territoire, d'un bassin de vie et de mobilité,
avec des enjeux d'amélioration d'infrastructures et surtout de services de mobilité en interne à cette vaste région stéphanoise sur lesquelles les parts modales sont, encore une fois, hein, en matière d'alternative à l'autosolisme, aujourd'hui un peu justes. Ce qui m'emmène donc au troisième point de cette diapositive, le poids des représentations. Quel est le potentiel de report modal et sur quoi faut-il travailler au regard de notre dossier de CERM? Je vous ai mis sur cette diapositive un petit schéma qui résume tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a grosso modo, sur les flux domicile-travail, à peu près 14 000 flux par jour, deux sens confondus, entre les deux métropoles de Lyon et de Saint-Étienne. Sur ces 14 000 flux quotidiens domicile-travail, on a une part modale d'environ 30% de transport public, ce qui, au niveau national, par comparaison, hors Île-de-France, est assez remarquable. Et puis, dans le même temps, entre Saint-Étienne métropole et la plaine du Forêt, hein, donc ce qui est au nord de la région stéphanoise, on a le double, on a 2 fois plus de flux domicile-travail, hein, de l'ordre de 28 000, avec une part modale aujourd'hui estimée pour les transports publics de 5%. Donc, encore une fois, sans rien enlever aux enjeux d'arrimage et de complémentarité entre le bassin lyonnais et le bassin stéphanois, il nous apparaît particulièrement important, crucial pour le développement équilibré et l'aménagement du territoire de la région stéphanoise que de travailler sur un schéma de mobilité, une amélioration de l'intermodalité, au sein de Saint-Étienne Métropole, bien sûr, mais également en rapport avec nos voisins que sont la Jaune-Loire, hein, le département de la Haute-Loire, au sud-ouest de Saint-Étienne Métropole, et avec nos voisins de la plaine du Forêt, mais encore une fois, le tout sans gouvernance intégrée à ce jour. Et le dossier CERM est donc évidemment une bonne manière de poser cette question, pas simple à résoudre. Un dernier mot, un dernier poids pour vous inciter à réfléchir, vous peut-être faire réagir un petit peu sur ces sujets-là. Le CERM stéphanois, il se confronte aussi au poids de certains mythes, hein, la question de la fluidité des réseaux. Beaucoup d'argent a été investi ces dernières décennies pour améliorer ou garantir une certaine qualité, une certaine vitesse, une certaine fluidité des réseaux, notamment routiers rapides. Face à cela, c'est vrai que des transports publics où il y a plusieurs autorités organisatrices, où il y a des projets qui sont forcément longs et coûteux, une absence de gouvernance intégrée font que ce dossier du CERM pose vraiment cette question finalement des concurrences modales. Il ne s'agit pas d'annihiler le rôle de la voiture individuelle qui restera nécessairement important, mais vraiment d'essayer au travers de cette démarche partenariale du CERM, d'essayer de redonner quand même un peu d'avantage, un peu d'attention aux alternatives à l'autosolisme et notamment au réseau de transport public. Et puis un dernier mot un peu en guise de clin d'œil, se méfier aussi ce qu'on pourrait appeler peut-être de manière un peu techno, mais le technosolutionnisme, hein, c'est-à-dire d'essayer d'aller vouloir inventer des innovations ou des réponses qui peuvent voilà, à un certain moment plaire, mais ne pas répondre aux enjeux de mobilité du quotidien. Et donc ce sera un peu ma conclusion. Vous l'avez compris, je pense que ce projet de CERM stéphanois ne passera pas par des hyperloops ou que sais-je encore qui mettraient des villes à quelques minutes les unes des autres, mais sans aucune réalité ou possibilité de mise en œuvre. Au contraire, on est vraiment sur un schéma de travail ainsi que qu'Anne-Céline Votrogov le présentait juste avant moi, et je pense que vous êtes à peu près dans la même démarche côté Clermontois, une forme de pragmatisme ambitieux, c'est-à-dire vraiment d'essayer sur les offres du quotidien d'améliorer, de sécuriser, de fiabiliser les infrastructures pour derrière renforcer les fréquences, les amplitudes, la qualité des services, tout réseau confondu, avec évidemment cette question du financement et de la gouvernance qui a déjà commencé à être évoquée au sein de cette table ronde de cet après-midi. Voilà, je ne veux pas être plus long, pour essayer en quelques mots de vous résumer un peu le cas stéphanois, si loin, si proche de Clermont-Ferrand. Voilà. Guillaume Arsac, un grand merci pour cette présentation très complète. Vous entendez les applaudissements nourris pour votre présentation, donc avec deux CERM effectivement qui sont proches, hein, avec des complémentarités. D'ailleurs, on voyait la ligne qui remontait dans le Forez vers Bohain. Bon, malheureusement, la liaison ferroviaire est interrompue maintenant entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, mais effectivement, ça ne correspond pas là sur l'intégralité des périmètres du CERM. Voilà, c'est un autre débat. Eh bien, un grand merci encore. Et puis, donc, nous allons solliciter maintenant le témoignage de Frédéric Bonichon, que j'appelle à la tribune. Voilà. Donc, merci.
Voilà, donc Frédéric Bonichon, que j'ai déjà présenté ou représenté, donc, qui est alors là, aujourd'hui, on l'entend beaucoup avec sa casquette, on l'entend pour sa casquette de président du pôle métropolitain, donc qui est un ensemble tout à fait significatif et qui joue un rôle très important, ce pôle métropolitain, pour l'élaboration du CERM clermontois, sachant que Frédéric Bonichon est également conseiller régional, maire de Châtel-Guyon et président de l'intercommunal RLV, Rion, Limagne, Volcan, je ne me suis pas trompé. Voilà. Et donc, bien sûr, la question qui tombe sous le sens, Frédéric Bonichon, c'est bien sûr vu aussi du pôle métropolitain et pour l'ensemble des partenaires aussi. Comment jugez-vous l'avancement du CERM de l'aire clermontoise aujourd'hui, donc après la labellisation, après l'étude en cours qui sera bientôt livrée, quelles sont les étapes donc, qui nous attendent avant, on l'espère, une première mise en service à l'horizon 2029, comme l'évoquait Anne-Céline Abaud-Trogoff tout à l'heure. Merci beaucoup. Les intervenants de cet après-midi sont tous des spécialistes et des techniciens, ce que je ne suis pas. Je ne suis qu'un élu, donc un généraliste. Mais c'est un débat grand public, volontairement grand public. Et pas un spécialiste. Un petit mot côté région, puisque évidemment la région est un des partenaires clés de cette affaire et qui est pilotée aussi par un Auvergnat à l'échelle de la grande région, Frédéric Aguilera, comme vice-président des mobilités à l'échelle de la région. Les mobilités, c'est 40%, plus de 40% du budget régional. On ne le sait pas toujours, c'est 40% de plus de 3 milliards. Donc c'est quand même c'est le premier budget et c'est évidemment extrêmement important. Mais toutes les mobilités, je crois que Frédéric disait parfois de l'avion au piéton, c'est un peu tout ça. Alors évidemment, dans cet aéropage, il y a plein de structures. Et on en a vu tout à l'heure l'exemple avec notre intervenant précédent, ce qui rend complexe pour l'usager. Moi, j'ai fait une réunion de quartier dans ma commune récemment. Il ne me parle pas de structure. Il me dit, est-ce que tu peux me mettre un bus entre un bout de Châtel-Guyon et le centre de Châtel-Guyon là, pour faire 500 mètres. Donc, les habitants de ce territoire, ils veulent des réponses à leurs attentes, légitimes ou pas, de mobilité. On avait un quart des CERM en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était 6 sur 24, maintenant 26, donc c'est plus tout à fait un quart. Mais c'est pour dire l'importance d'Auvergne-Rhône-Alpes dans ce dispositif. Et on a souhaité, avec Laurent Wauquiez, puis Fabrice Pankouk, vraiment monter à bord. Et à un moment, l'État était tenté de dire aux régions, pas qu'à la nôtre, choisissez vos CERM prioritaires. Bon, le choix qui a été fait ici, mais je crois d'ailleurs dans d'autres régions, dire nous, on n'a pas à choisir. Le CERM de Lyon, il a sa logique. Le CERM de Clermont, il a aussi sa logique et ses différences. La question qui va être l'élément clé, c'est qui paye. Le reste, c'est que de la technique. Hein, donc la seule question qui intéresse tout le monde, c'est qui paye. Et on est dans un pays où l'État a l'habitude de décentraliser, mais sur ses compétences à elle, de quand même solliciter les régions. Le contrat de plan État-région, c'est parfois, un pistolet sur la tempe. C'est pour que moi, État, je paye ma compétence, ça serait bien que la région, le département ou les collectivités payent la leur. Et sur le ferroviaire, il faut rappeler que les infrastructures sont de la responsabilité de l'État et les modes de transport, en tout cas sur le TER, de la responsabilité de la région. Donc la région finance l'exploitation des TER, mais la région est appelée aujourd'hui, sur les CERM de demain, à financer aussi des nouvelles infrastructures. Voilà. Alors on a dans la région, à l'échelle, si je prends ma casquette pôle, le pôle métropolitain, je ne sais pas si je suis le premier giscardien d'Auvergne, mais je suis peut-être un des derniers, c'est ce que le président Giscard d'Estaing avait appelé Arvernia, qui était l'idée de préfigurer une métropole de taille européenne au centre de la France. À l'époque, on parlait de 500 000 habitants. On est à 700, de Brioude à Vichy, de Thiers à Clermont-Ferrand, 700 000 habitants, plus de la moitié de l'Auvergne, finalement réunis à peu près à à une demi-heure de la place de Jaude en temps de transport. Et ça a du sens, parce qu'on a des gens de Vichy qui bossent à Clermont, des gens d'Issoire qui bossent à Vichy ou à Rion. Donc il y a beaucoup de mobilité, même si, mais Jean-Yves le dira beaucoup mieux que moi, il y a évidemment sur le cœur comme à Saint-Étienne, sur ce cœur de réseau, il y a beaucoup plus de mobilité sur le cœur que sur les périphéries. On a 4 sujets qui arrivent en même temps et c'est une chance sur ce pôle métropolitain. Alors juste le pôle, c'est une métropole, Clermont-Ferrand,
c'est 3 agglomérations, Vichy, Rion, en tout cas Vichy Agglo, RLV et Issoire, et puis 9 autres EPCI, des petits, des moyens, des gros. Et Ghana Saint-Pourçain nous a rejoint récemment, puisque Ghana est un des enjeux stratégiques sur le plan du CERM de demain. Et donc les élus de la communauté de communes de Ghana Saint-Pourçain, avec leur présidente Véronique Pousadou, a dit moi, il faut que je rejoigne le pôle parce que je ne veux pas être que dans le sujet des mobilités. Il y a d'autres sujets où on est à bord du pôle. Il y a 4 sujets. On a d'ailleurs lundi un comité de pilotage sur 2 de ces sujets-là. Il y a ce qu'on appelle le COPIL étoile ferroviaire. Donc là, c'est vraiment que les voies ferrées. Donc travail, État, SNCF, région et pôle métropolitain, les voies ferrées. Et puis est arrivé en parallèle ou en complément le sujet du CERM. Donc là, c'est toutes les mobilités, dont le ferroviaire, mais dont aussi la voiture, le vélo, les bus, les trottinettes, tout ce que vous voulez, qui contribuent, on va dire, à améliorer les mobilités sur un territoire. Donc, je crois, à 9h, on a le COPIL étoile ferroviaire, à 10h30, voilà, et on retrouve le préfet, le vice-président de la région, les présidents des autorités organisatrices, etc., etc. Donc, les 2 sont cohérents, et on a d'ailleurs décidé maintenant de fusionner ce que certains appellent la comitologie, parce que dans ce pays, on crée des comités. Donc, en fusionnant la comitologie, on a fait quand même un grand progrès. On n'aura qu'une réunion où il y aura tout le monde sur 2 sujets. Et en parallèle, on a 2 sujets propres, en tout cas un sujet qui est propre au CERM clermontois, c'est le sujet de la sécurisation de la ligne Clermont-Paris. Et il ne vous a pas échappé que pour une partie du trajet, au moins Clermont-Moulins, c'est à peu près le même périmètre que le CERM. Voilà. Donc on a un sujet qui est la réduction des passages à niveau, et notamment entre Clermont et Vichy, il y a 14 passages à niveau en théorie à supprimer. Donc là aussi, c'est des enjeux colossaux. On va plutôt retrouver le département, puisque si vous supprimez des passages à niveau, il faut peut-être supprimer 3 et faire un pont. La compétence route départementale, c'est plutôt le département. C'est aussi à chaque fois 10, 20, 30 millions d'euros pour détourner, puis avec des questions toutes simples. Comment je coupe prenez Ménétrol, si on supprime le passage à niveau, on coupe la ville en 2. Comment on coupe une ville en 2 ? Quand vous avez un agriculteur qui a une ferme d'un côté mais son champ de l'autre côté, s'il faut qu'il fasse 20 km pour aller moissonner, c'est un sujet. Donc il y a ces sujets de suppression des 14 passages à niveau où on retrouve à peu près les mêmes acteurs, où l'État nous dit en gros les collectivités, vous allez bien payer pour ça. Je ne parle pas de la clôture pour les sangliers le long de la voie ferrée, mais ça participe à la sécurisation de la voie et à la réduction des incidents. Et puis on a souhaité, avec le pôle métropolitain, avec l'équipe de l'agence d'urbanisme, faire un travail précis sur une trentaine de gares sur le périmètre de ce pôle métropolitain. Pour dire demain, Ghana, par exemple, il y a très peu de trains, mais si demain, le trafic à Ghana, il explose de 50%, où est-ce que, si j'habite Ébreuil ou je ne sais pas où est-ce que je gare ma voiture ? La gare de Rion, elle commence à être complètement congestionnée. Est-ce que le réaménagement du quartier de la gare, voilà, comment il est pris à bord à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, si on a 20, 30, 40% d'augmentation. Donc il y a des sujets qui sont déjà traités parce qu'il y a de l'intelligence, il y a en tout cas il y a de l'ingénierie à Clermont dans les agglos, mais voilà, la petite gare de, je sais pas, de Vertaison ou de Randan, si on se dit demain, tiens, c'est pertinent de réouvrir une gare à mi-chemin entre Vichy et Rion, les élus de Randan, ils n'ont jamais réglé de problème. Donc comment on les aide à faire le diac de la gare ? Donc la voie ferrée direction Paris, la gare, les problèmes d'étoiles ferroviaires et puis les problèmes de CERM. Comment on voit ça ? Alors, c'est toujours trop lent, mais là, les mobilités, c'est le temps long. Par rapport à, pour un élu, c'est le dossier les pires, parce qu'entre l'idée et la réalisation, vous avez 3 mandats, vous avez lancé une idée, vos successeurs, dans 12 mandats, l'inaugureront, enfin, je caricature à peine. Mais si vous voulez refaire une rue, 2 ans après les fêtes, vous voulez repeindre une classe de l'école, c'est vite fait, enfin voilà. Là, on est sur le temps long, le temps très long. Donc, on sait qu'on travaille pour les générations futures, mais peut-être que ceux qui étaient avant nous auraient dû travailler pour notre temporalité, et en tout cas, moins perdre de temps. On a effectivement, mais Anne-Cécile l'a dit, notre force, c'est que c'est sans doute un des CERM de France qui va coûter le moins cher. Il n'y a pratiquement pas d'infrastructure ferroviaire à construire, et les collectivités sont très à bord. Je crois que sur Inspire, l'idée, c'est de faire un choc d'offre de 20%.
On l'a fait sur RLV en multipliant les mobilités entre le transport à la demande, les lignes régulières, les lignes scolaires, etc., etc. Donc tout le monde est déjà sur son territoire autour de 20-30% de choc d'offres. Et est-ce que la dynamique va aller au-delà? On s'y prépare, mais avec des conséquences qui peuvent être complexes. On sait que certaines lignes de TER sont chargées. Il y a la question, des agglos l'ont traité, par exemple, la place du vélo dans les trains. C'est un sujet, on va dire, banal. On ne va pas interdire le vélo dans les trains. Si, il y a un moment donné, quand il n'y a plus de place, peut-être faudra interdire le vélo dans les trains. Voilà. Donc il y a des sujets comme ça qu'il faudra qu'on sache traiter collectivement. Mais quand on en sera traité ces détails, on aura relativement bien avancé. La force du CERM, ce qu'au début on ne comprend pas en disant bon, c'est un truc de plus, mais c'est surtout que c'est, comme on dit en agriculture, de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire qu'on descend dans le détail très fin et on peut avoir des améliorations qui ne coûtent pas grand-chose. Si j'améliore les mobilités entre ma ville de Châtellillon et la gare d'Orion et que d'Orion, je peux facilement aller à Vichy et qu'avec le même abonnement, je peux louer un vélo pour aller de l'autre côté au Crêpes ou je ne sais pas où, c'est la logique CERM. Et on n'a pas eu un investissement d'infrastructure. Voilà. Évidemment, s'il faut agrandir un quai, tout ça, c'est plus lourd. Mais la somme des investissements, effectivement, alors selon les scénarios, on parle de 500 millions, 800 millions, peut-être 1 milliard. Mais par rapport à d'autres sujets qui seront à 5, qui seront peut-être à 8, voilà. 500 millions, c'est la frugalité auvergnate. Ça, c'est par rapport exactement. Oui. Mais c'est qu'en fait, on a tout, mais on le savait pas. En fait, on a tout, mais on le savait pas. Voilà. Le danger pour nous élus locaux, c'est de se dire que l'État va nous dire finalement, il coûte pas très cher votre truc, donc on vous labellise, mais vous allez bien vous le financer. Donc, il faut qu'on soit aussi très vigilant. C'est pas parce qu'il coûte pas cher qu'on n'aura pas besoin de la solidarité nationale sur ce sujet. Il faut peut-être remonter un peu le plancher. Là. Voilà. Et puis un mot sur les structures. Effectivement, dans un certain nombre de cas ou de problématiques, on crée une structure, et après on dit elle va réfléchir. Là, on est bien d'accord sur le fait que l'important, c'est le projet, c'est les acteurs, c'est d'avancer. Et peut-être il faudra créer une structure, mais peut-être il ne faudra pas créer de structure. C'est-à-dire que voilà, cette structure chapeau, mais elle peut être hyper légère. Je redis que le pôle métropolitain que j'ai l'honneur de présider, il y a 0 salarié. Voilà, c'est juste une structure de concertation. Et après, chacun est chez soi. On donne d'ordre à personne. Et on peut faire de la coordination sans avoir une usine à gaz avec 5, 10 ou 20 collaborateurs qui commencent à vouloir un bureau, une voiture, etc. Et donc ça coûte cher. Donc les frais de structure au plus bas et les projets au plus haut. Pour conclure, Frédéric, de manière très pragmatique, les étapes clés, là, donc il y a l'étude approfondie qui se termine, donc conclusion pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, c'est ça ? Exactement. Voilà. Et donc après, vous représentez l'étude au pouvoir public. On espère qu'il y aura un ministre des Transports, d'ailleurs, qui pourra être l'interlocuteur des territoires. C'est une donnée. Parce que c'est quand même une donnée importante, parce qu'on peut durer longtemps. Je crois qu'en Belgique, il y a eu 18 mois sans gouvernement à un moment. Donc, à un moment, il faudra qu'on ait un ministre qui puisse être l'interlocuteur des élus pour dire, voilà, on met tant sur la table. Mais au-delà de la boutade, oui, on espère que l'année 2026 ne sera pas perdue pour des questions d'agenda politique ou de choses comme ça, et qu'on puisse, on sait à peu près, on va savoir assez vite ce qu'il faut faire. Maintenant, c'est comment on fait, comment on étale ces centaines de millions d'euros d'investissement, qui les paye et quand on les étale dans les 10 ans qui viennent. Il faut d'abord que l'étude soit à nouveau, soit approuvée par les pouvoirs publics. Finalisée, validée. Voilà. Et après, vous attaquez le sujet le plus difficile, la convention de financement. Exactement. D'accord. Si l'équipe d'Anne-Cécile est performante, on aura une très bonne Elle l'est, on peut le dire. Voilà. Et donc, premier horizon, comme le disait Anne-Céline tout à l'heure, 2029 pour le début du CERM. Là, oui, et puis ça tombera aussi avec, alors je prends la casquette région, mais Frédéric Aguilera le ferait mieux que moi, l'arrivée de nouveaux matériels sur les TER, l'arrivée aussi de nouveaux matériels sur les intercités qui vont fluidifier. Si je vais à Vichy en intercité, pour les gens, que ce soit CERM, pas CERM, compétence région ou pas, je veux y aller, avoir 1 heure de départ, 1 heure d'arrivée. Ce qui est relativement facile à faire, nous, c'est le travail local de coordination des horaires avec on va dire les voies ferrées. C'est plus facile de bouger de 10 minutes un horaire de bus, un horaire de train, je crois qu'il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. Donc c'est plutôt nous qui bougeons et on l'a déjà fait. Et j'imagine que dans le cadre d'Inspire, ça s'est également fait dans ce sens-là. Très bien. Un grand merci, Frédéric, pour ces éclairages précieux. Voilà.
Et bien sûr, dans le CERM, il y a aussi, mais peut-être Jean-Yves Beckler va y revenir également, il y a évidemment la question du cadencement qui est un élément très, très important du succès des CERM et pour répondre aux attentes des usagers. Alors, Jean-Yves Beckler, donc, que l'on accueille, directeur général du SMTC, le syndicat mixte des transports clermontois. Et donc, il faut souligner que justement, ce qui est intéressant aussi pour le CERM clermontois, c'est un très bon travail collectif des différentes instances, le pôle métropolitain avec le CMTC, avec la SNCF, avec la région, donc les intercommunalités. Voilà, donc même question toute simple, Jean-Yves, où en est-on, comment vu du CMTC, vous voyez cet avancement et est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Optimiste toujours, c'est ma nature. Voilà, mais je vais essayer de développer ça un peu mieux. La première chose, l'année dernière, donc, quand on était à la même époque, en train de parler de la même chose, j'avais insisté sur le fait que notre projet, c'est un projet de PAC, et qu'on avait décidé de faire PAC. Un PAC des villes qui sont concernées, Vichy, Thiers, Issoire, Clermont-Ferrand, Riom, et le pôle métropolitain et la région. C'est un PAC 5+1+1. Ce PAC, au cours de toute l'année qui vient de se passer, il s'est réuni avec notre animateur Société des grands projets, avec les collaborateurs et les collègues de la SNCF et de l'État. Il s'est réuni tous les 15 jours pour travailler les contenus. Et il a aussi rendu compte, au travers d'ateliers territoriaux, au fur et à mesure de ses travaux, tout ça sous un pilotage politique qui s'est lui-même réuni régulièrement, des comités de pilotage qui permettent de faire le point et de vérifier que les techniciens vont dans la bonne direction. Voilà. Donc ce PAC, en fait, il a fonctionné pendant une année complète, et on peut même dire avec certitude qu'aujourd'hui, nous nous connaissons tous beaucoup mieux encore qu'au départ, même si nous nous connaissions déjà bien, que nous connaissons nos forces, nos limites, et c'est ce qui va nous permettre en fait de réussir le premier pari qui était devant nous, c'était de boucler un dossier. Pas un dossier papier, ça c'est toujours un truc intéressant, mais boucler un dossier avec à l'intérieur des éléments qualitatifs, crédibles, d'offres et de services pour des gens. Parce que la commande qui nous a été passée, c'est ce que rappelait Frédéric Bonichon, c'est ce qui nous est rappelé également régulièrement dans nos comités de pilotage, c'est de faire en fait du service pour des gens. Et lesquels ? La question première, on se l'était dit ici, c'est une question d'accessibilité. L'attractivité de notre métropole, l'attractivité de notre très grand territoire, c'est une attractivité du bassin d'emploi. On en a parlé régulièrement entre François Rage et Claude Vincent. Et cette attractivité, c'est une attractivité du territoire complet, qui n'est pas que la ville de Clermont-Ferrand, qui n'est pas que la métropole clermontoise. Et il s'agit donc d'avoir un système qui permette d'accéder aux lieux d'emploi dans tous les sens, à la fois dans le sens d'aller vers les grands pôles, mais aussi d'être capable d'aller à l'endroit où sont les entreprises, et elles ne sont pas toutes situées dans le cœur métropolitain clermontois. Il y avait une deuxième chose importante pour nous, dans ce pour qui on allait travailler, c'est qu'on voulait s'affranchir de la question des infrastructures déjà présentes. Bien sûr, les sillons ferroviaires, ils sont là, ils sont très utiles et ils permettent de transporter beaucoup de gens en même temps. C'est la grande force des modes lourds. Puis ils n'ont pas été situés là par hasard. Il y a des villes, il y a une très bonne raison que les villes soient reliées entre elles. Mais aujourd'hui, il se trouve que l'habitat a aussi coulé. Il s'est répandu dans les territoires de façon un peu différente suivant les zones. Et donc on l'a très bien vu dans la carte qui était présentée pendant l'entretien, pendant la présentation précédente. Il faut qu'on ajoute à côté du train du car. Ce car, il va permettre, avec le même niveau de service, la même force, d'emmener les gens qui habitent quelque part, les emmener au travail, les emmener au service, mais aussi, comme le dit très bien Claude Vincent, d'emmener les gens qui habitent dans les villes, sur les lieux de travail qui sont aussi présents dans ces territoires-là. Donc, on s'est affranchi de l'infrastructure, et c'est certainement une caractéristique importante de notre projet de CERM, c'est qu'il est d'emblée réfléchi pour couvrir le territoire avec l'offre la plus pertinente en fonction de ce qu'on va y trouver. Il y a un troisième point qui faisait partie de la commande politique qu'il faut rappeler,
c'est qu'une politique de transport, ça ne se substitue pas à une politique de service. On n'est pas en train de fabriquer un drain. Voilà. On n'est pas en train de drainer le territoire et de l'emmener dans les centralités. Ce n'est pas du tout l'objet. Ce qu'on fabrique, ce sont des liaisons. Et l'offre que nous mettons en place pour l'ensemble des territoires, c'est-à-dire au-delà d'offres train, au-delà d'offres car, c'est aussi du covoiturage, c'est aussi des manières de se rendre dans des centralités que nous défendons dans le cadre de l'aménagement de ce grand territoire. Et donc c'est un format de liaison. Et c'est vrai que les politiques de transport, elles ont ce grand avantage de permettre aux gens de se parler entre eux de ces liaisons. Alors, elles ont cet avantage aussi parce qu'elles ont un défaut, c'est qu'elles coûtent cher et que par conséquent, on est bien obligé de tous se mettre autour d'une table pour pouvoir en discuter comme il faut. Et c'est mon quatrième point, c'est la question que rappelait Frédéric Bonichon à l'instant, c'est qui paye et pourquoi. Alors le président François Rage du SMTC a redit ça au dernier comité syndical. Le temps qui est devant nous, ça va être le temps du courage, d'un vrai courage politique, parce qu'il va falloir pour un certain nombre d'entre nous accepter de payer pour des gens qui ne rapportent pas une voix. On va payer pour des habitants de territoires qui ne sont pas ceux qui élisent les élus de ces territoires-là. Alors il faut se demander pourquoi. Pourquoi, bien sûr, parce que ce sont d'une richesse. Ils viennent travailler dans nos territoires, c'est aussi eux qui viennent prendre les services qui sont positionnés dans nos villes, dans nos bourgs, dans nos métropoles. Et donc, bien sûr, ça a du sens. Mais quand même, il faut se dire qu'il faudra une bonne dose de courage pour accepter de rentrer dans ces schémas de financement dans la période qui est devant nous, qui n'est pas une période très faste en matière de finances publiques, nous le savons tous. Ce qui renvoie à la question de on ne va pas fabriquer un grand tout. Notre projet, aujourd'hui, il est dans les preuves concrètes et rapides. Il y a l'horizon 2029, qui est très bien décrit, et qui est décrit à l'aide d'un socle de services. C'est-à-dire que nous savons, chacun d'entre nous, ce que nous avons fait, ce que nous contribuons à faire au service de ce projet, déjà chacun chez nous, avant même d'aller demander de l'argent aux uns et aux autres. C'est le choc d'offres de la région, c'est le choc d'offres de Riom, c'est le choc d'offres de Clermont-Ferrand, c'est tous ces éléments, les politiques cyclables qui sont menées dans tous nos territoires. Et tous ces éléments-là sont des éléments clairs. D'autres éléments clairs, c'est des coopérations ponctuelles que nous avons su mener les uns avec les autres, parce que nous nous connaissons et que nous travaillons ensemble. Ça, c'est des lignes que nous fabriquons ensemble. Et donc, c'est autant de liaisons qui sont amenées, de services qui sont amenés aux gens, indépendamment de savoir si c'est le SMTC, RLV, la région ou n'importe qui d'autre qui s'en occupe, puisque au fond, l'usager, c'est vrai, il s'en préoccupe peu. Et c'est donc la question de la proximité qui fait que nous ne voulons pas rentrer dans un grand tout avant d'avoir fabriqué les services pour les gens. La proximité, c'est d'avoir un interlocuteur quand ça ne marche pas. Et cet interlocuteur, il faut le connaître et il faut avoir des leviers pour agir sur lui. Donc dans les offres de services que nous essayons de monter, que nous projetons, cette question-là de l'usager, de la manière dont on va lui répondre quand ça va bien, mais aussi quand ça ne va pas, elle est centrale pour nous. C'est mon dernier point, parce que sinon je vais être beaucoup trop long. Là, c'est magnifique, on va rendre un dossier splendide, de qualité, parce qu'on a très bien travaillé ensemble. Et puis 2026, moi je peux le dire parce que pour le coup je ne suis pas élu, en fait il y a des élections municipales. Ah bon ? Oui, c'est pas un scoop mais c'est important. Donc c'est comme au rugby, là on vient de faire un joli temps fort et peut-être qu'on aurait devant nous en 2026 un petit bout de temps faible parce qu'on aura déposé notre dossier dans lequel bien sûr on aura écrit comment est-ce qu'on envisage de financer les premières étapes, c'était très bien dit tout à l'heure, mais il ne faudrait pas que dans les 6 mois, 7 mois, 9 mois qui vont nous séparer de janvier à la réinstallation, bien sûr, de maires, de présidents de PCI, éventuellement aussi de syndicats, en tout cas c'est le cas pour ce qui nous concerne, qu'il ne se passe plus rien. Alors on a deux très bonnes nouvelles, et c'est ça que je voudrais aussi partager avec vous aujourd'hui. La première bonne nouvelle, c'est que l'État a décidé de financer en fait l'intégralité de la première phase côté SGP, et que donc nous qui avions décidé de mettre de l'argent dans le système, on l'a toujours. Et cet argent-là, puisqu'il est dans notre poche, en fait on va l'utiliser. Et donc notre première idée, c'est qu'on va profiter de ce levier-là pour continuer à travailler dans le temps faible. Voilà.
Donc ça, c'est une première bonne nouvelle, ce qui fait que normalement, à la même époque, quand on se reverra dans cette même salle, je pourrais avoir le même optimisme et le même enthousiasme et vous dire qu'on a continué à travailler ensemble pour que tout cela fonctionne. Et puis, par rapport à ces questions donc, de municipal et de temps faible, eh bien sûr, il faut qu'on regarde quels sont les services immédiats qu'on va être capable de porter à l'intérieur du premier mandat municipal 26-32. Donc il y a l'échéance de 2029, et on voit bien que cette échéance-là, on ne va pas fabriquer pour 2029 des énormes infrastructures. Pour Inspire, ça nous a pris 10 ans entre le moment où on lance l'idée du projet et puis le moment où finalement il arrive. C'est beaucoup trop lent, et donc entre deux, il faut qu'on ait fait des progrès. On va les faire en termes d'information voyageurs, notamment, ça c'est des éléments très importants. On va les faire en termes de titres, c'est-à-dire sur la possibilité pour les gens réellement de pouvoir naviguer d'un endroit à un autre. Ça c'est des éléments qui sont dans le dossier et pour lesquels normalement il y a peu de difficultés pour pouvoir les mettre en œuvre, y compris pendant le temps faible. Voilà, c'était trop long et je m'en vais. Merci de cette présentation tout à fait... Tout à fait encourageante. On espère que ces bonnes nouvelles, effectivement, seront confirmées, et puis aussi avec le soutien de la SGP à ces différents CERM. Alors, je vais demander maintenant à Madame Radia Bouarti de nous rejoindre et de prendre le micro qui se trouve sur l'autre table, bien sûr. Donc, je rappelle qu'elle est la directrice du programme, la nouvelle directrice, ça date du mois de juillet, je crois, du programme CERM au sein de la direction des grands projets de SNCF Réseau, et qui nous a fait l'amitié de venir pour cette table ronde. Et donc je vais laisser, là ça sera intéressant ce regard, ça va être intéressant aussi ce regard de la SNCF, parce qu'un regard plus technique, mais en même temps au service des usagers, avec, j'ai vu, des supports tout à fait parlants. Je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et tous et merci de cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit François, je coordonne le programme CERM au niveau national. Et évidemment, cette coordination, elle s'appuie des équipes territoriales. Et il y a en l'occurrence dans la salle Béatrice Leloup, qui est la directrice régionale Auvergne-Rhône-Alpes pour SNCF Réseau, et Daniel Besser, qui est le chef de projet CERM pour les 6 CERM en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi, je vais vous parler de l'approche effectivement SNCF sur les CERM. Et vous l'avez tous dit, on est dans un territoire assez idéal, Clermont et Saint-Étienne, puisque l'offre ferroviaire qui a été construite dans le cadre de ce CERM, elle est très mature en fait. Elle l'a été dans des ateliers de co-construction avec les territoires, par les territoires. Et donc c'est un projet qui a été piloté par l'État, la région et le pôle métropolitain, avec SNCF Réseau en opérateur. Et donc cet alignement des planètes en fait un projet très solide, très robuste. Côté SNCF Réseau, notre expertise autour du CERM, c'est évidemment l'approche service. On est aligné avec la salle. Un CERM, c'est on entre par le service, on n'entre pas par l'infrastructure. On va venir apporter des améliorations de service par palier et je vais vous en donner quelques illustrations. Le premier focus, ça va être de dire un CERM, ça doit être avant tout des trains à l'heure, basiquement. Des trains fiables et de qualité. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon technique la robustesse d'exploitation. Puisqu'on va aller s'appuyer sur des études d'exploitation nourries, co-construites. On en a l'illustration avec l'étoile ferroviaire, aussi bien sur l'Auvergne que sur le bassin stéphanois. Ces études d'exploitation, elles vont permettre de nous donner en fait la granularité en termes d'études de trafic pour vraiment se poser les bonnes questions en termes d'ambition de service. Ensuite, on va penser trajectoire par palier, parce que le ferroviaire, encore plus que l'ensemble des autres modes, c'est un temps long, très long. Je pense que le président Bonichon ne va pas me contredire. Il l'a dit lui-même, pour changer par exemple un simple horaire de train, il faut s'y prendre quelques années en avance. Pour programmer un chantier de maintenance et de travaux sur le réseau ferroviaire, là on a aussi des anticipations à 10 ans et on inscrit en fait finement le planning d'un tel chantier 3 ans avant. Donc en fait, on se partage une ressource qui est extrêmement rare, qui est la ressource de la capacité. Entre les trains qui circulent, notre travail de mainteneur, et puis également les travaux de développement qu'on mène sur le réseau. Donc la ressource capacité est extrêmement rare, il faut qu'on se la partage,
Et pour tout cela, il faut anticiper et planifier très en amont en s'appuyant sur des études d'exploitation robustes. Et en tant que gestionnaire d'infrastructure, on a en fait, en tout cas sur la partie du ferroviaire, la vue globale sur ce qui circule sur le réseau et on a besoin, pour assurer la sécurité des circulations, d'en maîtriser les interfaces. Donc d'où ce travail fin à réaliser. Le CERM, c'est aussi pour SNCF Réseau un service sur mesure. Il y a autant de CERM que de territoires. Les 26 projets labellisés sont tous autant différents les uns que les autres. Et ce qu'on va, côté SNCF Réseau, insister, c'est vraiment sur une approche progressive, par palier, qui capitalise d'abord sur l'infra. Donc là, on est complètement aligné avec le territoire auvergnat, puisqu'on va aller chercher des améliorations de la qualité de service qui passent par une amplitude plus large. Donc les trains circulent de 6 à 22 heures, on va passer de 5 à 23 heures. On va augmenter la fréquence des trains, on va essayer de lisser les heures de pointe sur toute la journée pour pas qu'il y ait le creux des heures creuses. Donc voilà, il y a tout un tas de possibilités de capitaliser sur l'infrastructure sans construire de nouvelles infrastructures. Et là aussi, c'est cette approche frugale qu'on encourage très fortement. Et évidemment, un CERM, la loi de 2023 le dit, la colonne vertébrale, c'est le ferroviaire, mais le ferroviaire, sans être connecté aux autres modes, n'apporte pas toute sa puissance. Donc, le ferroviaire en base, en socle, mais le ferroviaire connecté au multimodal, à travers évidemment le pôle d'échange qui est la gare, qui abrite tous les services du quotidien, qui est le lieu où l'information voyageur est apportée. Et l'information voyageur en période perturbée, c'est d'autant plus important pour assurer une fluidité du transport. Et puis, en termes également de services qu'on peut apporter à travers un CERM, c'est de faire en sorte que les horaires et les correspondances rendent le voyage fluide et évidemment d'avoir une tarification qui soit intégrée, comme beaucoup d'intervenants l'ont dit aujourd'hui. Donc voilà, le CERM pour SNCF Réseau, c'est un projet partenarial, c'est un projet de territoire. Aujourd'hui, on est dans les équipes de préfiguration aux côtés de la SGP et demain, peut-être dans des structures locales de coordination qui peuvent être également très légères, comme vous l'avez dit, Monsieur Bonichon. Là, je vais vous illustrer cette approche en fait par palier qui pourrait évidemment s'appliquer au CERM stéphanois, au CERM de Clermont, et qui est vraiment la démarche que souhaite mettre en place SNCF Réseau par palier en séquentiel. Donc évidemment, il y a le coup d'envoi avec la labellisation où les territoires se mettent en branle et où on s'appuie notamment quand c'est possible sur des études robustes d'étoiles ferroviaires. La première partie, qui est pour nous préalable au CERM, ça va être de dire quelle est la qualité de service, comment on peut améliorer la ponctualité des trains, la régularité des trains, et donc vraiment s'appuyer en fait sur ce qui est notre mission première, c'est-à-dire régénérer le réseau, le rendre fiable et robuste pour faire en sorte que les trains roulent à l'heure. La troisième étape, ce serait, et qui correspond typiquement au CERM clermontois, au RER de niveau 1, après l'épisode ouverture de la concurrence, c'est d'aller augmenter le gâteau, en fait. C'est de mettre plus de trains sur le réseau. Et évidemment, côté SNCF Réseau, qui dit plus de trains, dit plus de péages. Et donc, on est particulièrement ouvert à ces possibilités, puisque ça devient... ça permet en fait d'augmenter les ressources de gestion d'infrastructure et on va ainsi faire en sorte que la période creuse soit plus attractive, attire davantage les usagers qui se disent pour aller chercher la nounou, pour aller chercher les enfants parce que la nounou est malade, il faut que j'attende l'heure de pointe. Non, là on va augmenter le nombre de trains. Donc là on développe l'offre infrastructure constante. Ça peut être par exemple adapter nos fenêtres de surveillance, c'est-à-dire que le gestionnaire d'infrastructure en fait surveille, maintient le réseau au quotidien. Et bien là, on va, ce que je vous disais tout à l'heure sur la répartition de la capacité,
on va offrir plus de place pour que les trains circulent et adapter notre façon de maintenir le réseau pour faire en sorte que davantage de trains circulent. Et dans certains territoires, ça s'accompagne d'un volet ouverture à la concurrence, avec, on l'espère, à la fin, plus de trains. Mais là, c'est évidemment l'autorité organisatrice de la mobilité qui en décide. Et puis, la phase ultérieure, ça peut passer par des nouvelles infrastructures. En tous les cas, côté gestionnaire d'infrastructures, dans notre plan de génération, ça passe par la modernisation de certains postes d'aiguillage, par exemple, qui permettent en fait là aussi de fiabiliser l'exploitation, de faire en sorte de mettre dans un même centre de commandement tous nos aiguilleurs qui sont aujourd'hui tout au long des lignes, dans des postes d'aiguillage différents, avec les régulateurs qui permettent justement de mieux gérer les trains s'il y a des incidents sur la ligne. Côté gestionnaire d'infrastructure, il y a tout un tas d'investissements qui sont possibles, qui vont venir augmenter la capacité. Ça peut être par exemple de pouvoir gérer en fait la capacité dans les gares, qui sont souvent des goulets d'étranglement et où il faut jouer à Tetris en permanence pour mettre plus de trains sur les voies. Et in fine, éventuellement, créer des haltes, réouvrir des haltes, avec l'ambition d'avoir une offre qui soit la plus lisible, cadencée et régulière pour un service plus robuste. Un grand merci également, et c'est tout à fait intéressant. Et je crois que parfois, quand on est bloqué dans un Paris-Clermont 4 heures, on peste contre la SNCF, mais il faut se dire qu'il y a vraiment aussi des forces vives au sein de la SNCF, d'ingénierie, de prospective, qui sont toujours remarquables, qui restent de la grande SNCF qu'on a connue et qu'on retrouve dans ces cas-là. Et je crois que l'implication de la SNCF forte à travers le territoire sur les SERM est vraiment très importante par les temps qui courent. Merci. On va demander donc maintenant à Laurent Sénigou de nous rejoindre. Donc c'est aussi un grand merci Laurent Sénigou d'être avec nous. C'est aussi un moment significatif que Transdev soit des nôtres pour ce rendez-vous du sommet des mobilités. Donc Laurent Sénigou est le directeur général adjoint ferroviaire et urbain de Transdev. Transdev, qui je rappelle, est un acteur important des mobilités en France et en Europe. On les connaît bien, par exemple, pour les réseaux de bus, la gestion de réseaux de bus urbains, mais de plus en plus présent dans le ferroviaire. On sait tous, sinon vous l'avez peut-être découvert dans la presse récemment, Transdev donc la région PACA a confié donc la gestion de la ligne Marseille-Toulon-Nice à Transdev, et ça a commencé le 25 juin dans le cadre de l'ouverture à la concurrence. 29. Et d'autre part, autre ouverture prochaine à suivre, la région Grand Est qui a confié à Transdev la réouverture de la ligne qui était fermée depuis des années, la ligne Nancy-Contrexéville, et c'est aussi quelque chose d'important. Je crois que pour 45 ans, hein, vous allez la voir. Donc, bon, pardon. Alors je tape déjà sur le renouvellement. Donc voilà. Donc, mais ce sont des étapes importantes. Alors bien sûr, la question pour vous, c'est vous êtes très impliqué donc dans le développement des mobilités au niveau territorial. Et le ferroviaire vous intéresse de plus en plus, comme on vient de le dire. Est-ce que vous pourriez être aussi des acteurs des SERM? Voilà. Merci François, bonjour à toutes et à tous. Donc, juste en 2 mots, Transdev, effectivement, c'est un groupe privé qui fait 10 milliards de chiffre d'affaires et qui fait 7 milliards de chiffre d'affaires à l'international. Donc on voit aussi comment ces sujets sont traités à l'étranger. Hein. On fait 2 milliards sur le ferroviaire en Allemagne. On est le 2e opérateur derrière la Deutsche Bahn. On exploite en fait les taxis autonomes de Waymo, ceux que vous entendez à San Francisco. Donc on exploite 500 taxis là-bas. Donc on a une vision un peu de comment les autres territoires appréhendent. Et puis en France, effectivement, on opère le réseau de Saint-Étienne, le réseau de Limoges et le réseau de Vichy, si on raisonne Massif Central. Ah, plus par là, d'accord. Donc moi, avant de vous parler de concurrence, j'ai envie de vous parler de coopération et de bien commun. Et ce qui me fait plaisir en fait sur la notion du SERM, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, hier l'INSEE a sorti un papier en disant que le périurbain, en termes d'habitat, continue à progresser au détriment des pôles urbains.
Et en fait, le périurbain, dans les transports, c'est, vous savez, le truc autour des agglos où personne s'en occupe parce qu'il y a 10 EPCI en fait, qui sont présents. Et le CERM, pour nous, c'est la bonne vision pour parler des mobilités sur un territoire. Pourquoi ? Parce que l'idée, et vous l'avez compris ici, parce qu'on observe aussi des CERM où c'est uniquement l'enjeu, c'est d'augmenter les capacités ferroviaires. Là, il y a un enjeu de dire, on crée un réseau de mobilité à l'échelle d'un territoire qui est plus large qu'une agglo et qui permet des flux qu'on n'identifiait pas forcément, parce qu'on y consacre aussi plus de recherche, parce qu'on y consacre plus de temps d'analyse des données. Et moi, j'appelle ça, c'est des réseaux hybrides. Et on commence à voir quelques collectivités qui se sont emparées de ça, hein. On a le Grand Reims. Le Grand Reims, ils ont une étoile ferroviaire, ils ont 143 communes qui sont très rurales, avec des problématiques aussi de flux, hein. Vous avez beaucoup de monde à certaines saisons, moins de monde à d'autres. Vous avez Cherbourg, sur le Cotentin, qui gère en fait l'ensemble des mobilités sur tout le Cotentin. Et ces réseaux-là, j'en ai encore un autre, hein, Évreux, Porte de Normandie, Seine-Eure, Évreux, Louviers, pour ceux qui connaissent. Donc tous ces réseaux-là, en fait, ils commencent à réfléchir sur comment j'organise les mobilités entre des cars, des trains, des bus, du vélo, etc. Sur des échelles beaucoup plus larges qu'un cœur métropolitain. Et ça, c'est vraiment important. Et nous, comme on est un acteur multimodal, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai envie de vous dire, on le regarde beaucoup d'intérêt dans le sens où on peut vous aider aussi. Parce qu'on fait de nombreuses études. On travaille avec Jacques Lévy sur la France habitée pour regarder les flux, la manière dont les flux varient dans les territoires. Et à chaque fois qu'on va faire des présentations en région ou en agglomération, en fait, on leur montre qu'on sous-estime largement les visiteurs de passage dans une agglomération. Parce qu'on raisonne en nuitée au niveau de l'office du tourisme, mais il y a plein de gens qui viennent pour la journée, il y a plein de gens qui couchent chez les amis, donc tout ça, on ne les voit pas. Donc il y a des gens qui sont obligés de faire 80 km pour voir un ophtalmo, donc ça, ça passe derrière les radars. Enfin, tous ces sujets-là, donc on le voit au niveau des études. Et on voit aussi que les problèmes de capacité, ils sont là, parce qu'on a des infrastructures ferroviaires, routières, qui sont souvent saturées aux heures de pointe, et qui ne permettent pas d'absorber en fait, l'ensemble des flux qui sont repris dans les enquêtes ménage-déplacement, etc. Donc l'idée, c'est déjà, voilà, on peut, et l'ensemble des opérateurs fait la même chose, aider au bien commun en versant les études, en versant les données pour que les collectivités aient le maximum de données et d'études pour bien construire en fait leur réseau hybride. Le deuxième enjeu, c'est la qualité du service sur ces CERM. Effectivement, il faut mélanger du train, il faut mélanger du car, il faut mélanger du vélo. Ce matin, vous repreniez l'exemple du Paléobus. Oui, le Paléobus, c'est donc entre Ghana et puis Paléopolis. Mais la personne qui vient d'Issoire, il faut que son train qui arrive à Clermont, et après sa correspondance pour Ghana, et puis après d'aller prendre le bus, tout ça, ça soit fluide, tout ça, ça soit simple à facturer et à payer. Et là, on a encore beaucoup de boulot. Mais il faut faire simple aussi. On parle beaucoup des masses. Mais quand je suis un visiteur de passage et que je viens à Clermont aujourd'hui, alors moi je connais, j'ai de la chance d'avoir travaillé. On va rappeler ce que sont les masses. Alors les masses, c'est Mobility as a Service, donc c'est ces outils un peu qui gèrent à la fois les possibilités de calcul d'itinéraire, de tarification. En fait, mais les gens, ils utilisent Google. Donc déjà, les enjeux, c'est déjà de référencer, d'avoir des référentiels géographiques qui soient propres pour que les outils qui sont le plus communément utilisés, en fait, soient utilisés par les personnes. Et puis après, il faut avoir des systèmes de tarification simples. Moi, j'étais il n'y a pas très longtemps, en fait, auprès d'une mère qui me montrait un flyer Netflix à 14,99 € et qui me montrait le guide des tarifs où il y avait 25 pages. Et qui me dit comment on peut faire plus simple. Je tairai le nom de la mère. Donc tout ça, pour nous, ce n'est pas un boulot de gouvernance, ce n'est pas un boulot de loi, c'est un boulot du quotidien entre les élus, entre les AOM, entre les opérateurs. Et ça, je pense que cette démarche de CERM, si elle peut se traduire, et quand j'en discute avec Jean-Yves sur l'espèce de club des agglos que vous avez constitué, moi j'appelle ça une espèce de club, ça c'est le bon outil pour travailler. Et faire des choses simples, voilà, on ne se pose pas de questions et on n'attend pas une loi ou une directive de l'État. Après, il y a un point sur la mise en concurrence, on va dire sur l'efficience. Mise en concurrence, on le perçoit en disant on va faire rouler plus de trains ou ça va coûter moins cher. Là aussi, on peut faire des choses simples. On sait qu'un car qui rentre dans une agglo, ça coûte moins cher qu'un bus qui sort d'une agglo. Pourquoi ? Parce qu'un car, ça coûte moins cher, parce qu'il y a des conventions collectives qui ne sont pas les mêmes. Et donc, à un moment donné, se servir des cars régionaux
les faire rentrer un peu plus loin dans l'agglo, autoriser les portes ouvertes, etc. Et tout, mieux se servir des services scolaires qui vont beaucoup bouger avec les évolutions démographiques, ben ça, c'est des moyens de faire moins cher. On parle aussi de fiscalité de ressources. Quand je vous dis il y a des visiteurs de passage, si vous allez à Lausanne en Suisse et que vous prenez un hôtel, quand vous payez la taxe de séjour, vous avez un titre de transport associé qui est valable pour la journée. C'est une manière de faire rentrer de l'argent dans le système sans pour autant être toujours sur une MEDEF à faire contribuer les entreprises. Et puis enfin, il y a aussi comment on opère le ferroviaire pour qu'il coûte moins cher. Et là, j'ai envie de dire, si je suis un peu provocateur, ben là, on n'a pas forcément pris la bonne façon de faire en France. Un opérateur, moi je suis une entreprise privée, je suis patron d'une entreprise privée, il n'est pas là, il est là pour gagner des marchés, pour opérer. Il n'est pas là pour faire baisser les prix de la SNCF. Et donc aujourd'hui, la manière dont on ouvre le marché en France, il est inaccessible aux opérateurs privés. Parce que les marchés sont beaucoup trop complexes, parce que les temps de réponse à ces marchés sont très courts, parce que les données qui sont mises à disposition par les collectivités ou par la SNCF, parce que ça n'a pas forcément été préparé, ne permettent pas de bien répondre. Et donc, par exemple, Transdev n'a pas souhaité répondre sur la région Auvergne, sur l'appel d'offres de la région Auvergne, parce que pour nous, qui exploitons la ligne Marseille-Nice, 45 conducteurs, 215 personnes, un train par heure dans chaque sens, on ne sait pas gérer aujourd'hui, en France, un réseau qui est de la taille de l'Autriche. Et ça, il faut en avoir conscience. Ça demande une maturité. Et nous, on a besoin d'un réseau fort, d'une SNCF réseau forte, qui a des expertises, qui sait nous conseiller, qui sait. Si on veut à un moment donné progresser, il va falloir nous faire progresser au fur et à mesure, c'est des plus petits lots, jusqu'à un moment donné où la RATP et nous, on ait une maturité suffisante pour prendre des gros lots. Alors la RATP, elle exploite du mass transit en Ile-de-France, c'est déjà plus facile. Et là, vous avez un rôle à jouer, parce que la loi, elle permet plein de choses. Elle permet d'ouvrir effectivement des grandes étoiles ferroviaires. Elle permet aussi d'avoir de la gestion d'infrastructures déléguées, comme on le fait sur Nancy-Contrexéville. Et moi, je rêverais que sur l'ensemble du CERM auvergnat, alors je le connais un peu, hein, j'ai bossé il y a quelques années dessus, d'être l'opérateur qui exploite des trains qui montent sur Durtol, Volvic, aller peut-être jusqu'à Pongibou, la Bourboule, voilà, parce qu'on pense que ça c'est accessible, de prendre cette fameuse ligne Montluçon, Ghana, Clermont-Ferrand, parce que là aussi c'est du 73-500, et c'est des choses qu'on fait, par exemple en Bretagne. En Bretagne, on exploite Carré-Guingamp-Paimpol, sous couvert de la SNCF, avec du matériel roulant qui est fourni par la SNCF, mais on a des conducteurs, ils font les pleins, ils font la vente des billets, on toque à la porte pour demander l'arrêt, parce que c'est des entreprises très locales, et donc, enfin moi je sais ce que je peux faire dans un réseau urbain, et je sais ce que je peux faire dans une entreprise locale, mais on n'est pas sur les mêmes modèles que la SNCF, et ils peuvent coûter moins cher. Donc voilà, servez-vous de la concurrence, mais servez-vous aussi de l'intelligence de tous les opérateurs pour qu'on puisse travailler ensemble. Merci de cette, merci de cette intervention. Voilà. Et on crée des ponts entre la SNCF et Transdev. Voilà. Très bien. Écoutez, merci à toutes les intervenantes et les intervenants. On va laisser la place un peu au débat. Il nous reste quand même un petit peu de temps. Je voudrais, alors on a des personnalités, des acteurs du territoire qui ont manifesté aussi leur intérêt. Et je voudrais notamment donner la parole, alors soyez courts s'il vous plaît les uns les autres, parce qu'on n'a plus qu'un quart d'heure, 20 minutes, mais je voudrais donner la parole à, même pas. Bon, alors il faut être très court. Je donnerai la parole à Claude Vincent, donc, qui est le président honoraire du MEDEF, parce que les entreprises, évidemment, ont aussi un rôle important à jouer dans le cadre de ce CERM. Oui, merci de me redonner la parole. Évidemment, les entreprises qui sont, je pense, un des plus gros utilisateurs, peut-être avec les scolaires, de ce système global et de ces liens entre les différents modes de transport. Les entreprises ont beaucoup à voir. Alors, je voudrais faire plusieurs petites remarques, mais je vais aller très vite. D'abord, je pense que les entreprises ont été un peu, mais pas assez associées, encore une fois, à ce dossier. On nous a interrogé un tout petit peu au début, on nous a fait participer aux ateliers, mais c'est tout, alors que nos entreprises ont des besoins spécifiques qui ont été vus, mais qui n'ont pas été suffisamment vus. Et il y a un autre élément dans cette participation, c'est que nous, on n'a pas pu suffisamment redescendre à nos entreprises les informations pour les faire éventuellement réagir. Donc ça, c'est classique. Les entreprises sont
exclu en grande partie de ces réflexions. C'est un peu dommage, même si je l'ai déjà dit ce matin, ici on a avec la SMTC, avec Ruon, avec Thiers, des échanges, mais encore une fois pas assez fréquents. Donc ça c'est un premier problème. Le deuxième problème qui nous inquiète beaucoup, un peu comme Frédéric, c'est de dire qui va payer. Évidemment qu'on est pour, évidemment qu'on a envie que nos salariés puissent mieux se déplacer, mais à quel prix pour nos entreprises? Je l'ai aussi dit ce matin, le versement mobilité qui est à peu près au taquet partout ici dans le département, dans les grosses agglomérations, beaucoup de présidents de grosses agglomérations, grosses métropoles ont demandé à augmenter ce versement mobilité. Ils vont l'obtenir, ils l'ont même obtenu. On peut penser que ça va retomber sur nous. Et je redis ce que j'ai dit ce matin, il n'y a aucune raison que ce soit les entreprises qui payent le transport. J'ai lu, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que j'ai vu le chiffre pour Saint-Étienne, 10% des utilisateurs des transports en commun sont les salariés des entreprises. Et nous payons pour 100%. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je ne voudrais pas que le CERN amène encore une charge supplémentaire pour déplacer des gens qui ne sont pas forcément nos salariés. Voilà. Puis j'ai entendu des choses qui m'ont fait sourire, mais quand on dit les élus vont payer pour des gens qui ne sont pas leurs électeurs. Ben nous, les entreprises, on paye et personne ne nous élit. C'est nous qui faisons travailler, c'est nous qui amenons de la valeur, c'est nous qui permettons de faire justement toutes ces nouveautés dans le transport, c'est nous qui les payons en grande partie. On pense, nous, qu'il y a une réflexion à avoir sur ce sujet-là. Merci. Claude Vincent, avec son franc-parler très utile, important, et puis moi je le dis souvent, le Orbimeuble c'est un territoire démilitarisé pour qu'on s'entende, on se parle et on coopère tous ensemble, comme le soulignait Patrick Oliva ce matin aussi, pour avancer. Alors, on devait accueillir aussi monsieur Roland Cotte, directeur du CEREMA, qui n'a pu venir. Il y a Florence Courson, qui est directrice de projet mobilité au CEREMA. Très rapidement, très rapidement, Madame Courson, si vous pouvez nous dire, bon, vous êtes un organisme public qui travaille sur les mobilités aussi pour de nombreuses collectivités locales. En 2 mots, vraiment, s'il vous plaît. En 2 mots, je ne vais pas apporter grand-chose par rapport, je pense, à tout ce qui a été dit, puisque le CEREMA travaille en fait sur une grande partie des sujets qui vont être traités dans les projets de CERM. Et je suis contente d'avoir entendu cette notion de collaboration, de travail partenarial entre différentes AOM. On l'a dit plusieurs fois, il y avait des projets qui étaient probablement très bien faits partout. L'intérêt du CERM, c'est de pouvoir les mettre en commun et d'aller au-delà des limites administratives. Alors ça vaut pour les projets techniques, ça vaut pour les projets tarifaires. Je suis, alors à titre d'utilisatrice aussi, contente d'entendre qu'on va pouvoir, avec le même type de transport, peut-être prendre un car interurbain, puis le réseau du SMTC par la suite. Je trouve que c'est des choses qui vont dans le bon sens. Et puis toutes ces questions d'intermodalité qui sont extrêmement importantes dans le sujet d'information voyageurs aussi, ça a été dit plusieurs fois, surtout dans le cas où on va avoir plusieurs types de transport. Il me paraît extrêmement important que la fiabilité soit là et que l'information aux usagers soit là quand on a un petit bout, un des moyens de transport qui ne fonctionne pas, comment on fait pour que la chaîne complète fonctionne quand même. Et avec toutes les questions d'impact du changement climatique aussi, avec les risques que ça peut amener, comment on prend en compte aussi ces choses-là pour assurer une fiabilité des transports. Voilà, je ne vais pas... Merci. Plus de temps. Mais c'est important qu'on entende aussi le CEREMA. Et puis, également, dernière intervention, je voudrais donner la parole à Patricia Rochès, maire de Coran, dans le Cantal. Alors, on est hors périmètre CERM, mais c'est important qu'on entende aussi Patricia Rochès pour le Massif central. Elle est la très dynamique présidente de l'AMIGA, l'association pour le développement de trains de l'Aubrac, également qui œuvre à la préservation du magnifique viaduc Eiffel de Garabi. Et je crois que dans le cadre de l'association, comme d'autres associations, sur le territoire, vous vous félicitez du développement du CERM aussi parce que ça bénéficie à vos lignes. Oui, tout à fait. Alors, merci de me donner ce petit temps de parole. Monsieur
le président du MEDEF honoraire, les usagers de transport n'ont pas été assez associés également. Et je voulais aujourd'hui élargir un petit peu l'horizon. Vous avez beaucoup parlé, Monsieur Benichon aussi, de tout ce qui va vers le nord. Hein. On parle de Paris, de Vichy. Je vais élargir l'horizon vers le sud. En fait, la ligne Aubrac, c'était Béziers-Paris via Clermont-Ferrand. On l'a coupée en deux. Vous parlez beaucoup de Clermont-Paris en disant que la desserte n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors, je vous invite à regarder côté sud, c'est pire. Et donc, aujourd'hui, il y a vraiment des choses à améliorer. Et je vais vous parler d'une action très simple qui ne coûte rien. C'est simplement un petit peu de lobbying de la part de Clermont Métropole pour améliorer la desserte du TER. Du TET d'abord, de l'intercité, puisque là, je ne vous parle pas d'une petite ligne, je vous parle d'une des dizaines d'intercités de France. Et le but, c'est de relier Béziers à Clermont-Ferrand et donc de drainer l'ensemble du Massif central. C'est 6 départements qui sont traversés. J'ai regretté dans les villes que vous avez citées, Monsieur Bonichon, de ne pas avoir entendu Saint-Flour. On a entendu Brioude, Ghana. Mon voisin a entendu 2 fois la Bourboule, il était très content. Et côté Cantal, donc malheureusement, on ne va pas vers le sud. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne coûte pas cher. Et Monsieur Bonichon, je reprends vos paroles et vous avez raison. Là, pour le coup, c'est vraiment de travailler sur la fiabilité de l'intercité, parce que sur cet aspect-là, il y a à faire, et donc d'améliorer la desserte depuis le sud vers Clermont-Ferrand, puisque, un exemple très concret, les étudiants de Millau qui viennent étudier la pharmacie, la médecine à Clermont-Ferrand, ne peuvent pas emprunter le train pour venir jusqu'à Clermont-Ferrand. Et on parle beaucoup d'étoiles ferroviaires. Moi, je vous invite à réfléchir à ceux qui se trouvent en bout de branche de l'étoile ferroviaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rochesse. Il y a certainement quelque chose à faire. Il y a certainement quelque chose à faire. Il ne faut pas oublier le Sud, effectivement. Et puis la coopération interrégionale, parce que maintenant, pour aller justement de Clermont-Ferrand à Béziers, il faut changer à Neussargues. Ce n'est pas le même train, alors que c'est un train intercité. Enfin, il y a quelques aberrations comme cela. Donc, il y a la coopération des régions. Il y a la SNCF aussi qui est évidemment concernée. On a un train maintenant à nouveau entre Clermont et Toulouse. Donc, imaginons Clermont-Béziers, qui permet aussi d'aller à Montpellier demain, peut-être avec quelques efforts, mais comme disait l'autre, le pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. Voilà. Donc, voilà, et on arrive au terme de ce débat. Je crois que dans la salle, il y a Olivier Lecornet, qui est le patron de Ferromobile. S'il est encore avec nous, il est là. Je signale, parce qu'on a parlé d'innovation ce matin, et l'innovation fait partie aussi très importante pour l'avenir du ferroviaire, qui est en pleine relance à travers l'Europe et même à travers la planète. Mais l'innovation est évidemment très importante, et donc elle peut aussi servir pour les SERM. Alors il y a le projet TELI de la SNCF de train léger qui a été évoqué ce matin. Ferromobile, c'est une expérimentation qui démarre en février sur l'ancienne ligne de chemin de fer entre Pont-d'Or et Ambert. Quelques mots très rapidement, peut-être Olivier Lecornet, parce que ça va être aussi un élément national d'ailleurs d'information. Mais très rapidement. Je le fais juste très rapidement, juste pour vous dire que j'ai entendu plein de mots. On a parlé de Vertaison, Billon-Vertaison, on a parlé du CERM, on a parlé des lignes de desserte fine, on a dit de l'approche par le service, tous ces éléments-là. Je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite à venir nous rencontrer sur le pilote de service qui aura lieu l'année prochaine sur la ligne du Livradois à Forez. On mettra en place des véhicules qui sont des véhicules qui permettent des investissements très faibles à l'origine, créer une offre pour l'ensemble des gens qui en ont besoin et revitaliser les lignes de desserte fine. Donc, je ne vais pas aller plus loin. On peut échanger sur le sujet quand vous voulez. Venez découvrir l'offre et venir découvrir l'irrigation de la vallée de la Dore. Et il y a la question aussi de la ligne Billon-Vertaison. Très bonne journée à tous. Merci. 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 Ce sont des voitures, pour faire très simple, des voitures voyageurs de Stellantis, puisque Stellantis est partenaire de l'expérimentation, qui roulent sur les rails, et donc du transport à la demande. Voilà, c'est assez innovant, et donc on va suivre ça donc avec une expérimentation d'abord de février au printemps, l'été. Voilà. Patrick, le président d'Ormimob conclut. En une minute, et je conclue, mais je voudrais en une minute 6 points. Première, j'ai été frappé, je le dis comme je pense, du niveau d'intelligence de ce que j'ai entendu.
Et je me dis que vraiment, d'accord, vraiment, avec des gens comme ça et les discours qu'on a entendus, je ne vois pas comment on ne peut pas réussir. Voilà, donc ça, vraiment, bravo à tous les organisateurs, l'animateur, c'est le premier point, j'avais un petit mot, mais je m'en souviendrai. Deuxième point très important, la communion publique-privée. Ça me paraît essentiel. Quand je vois que les systèmes masse, systèmes d'information associés à ces mobilités servicielles, aujourd'hui ne prennent en compte que l'offre publique, je me dis, je ne comprends pas. Il faut que nous allions également vers une prise en compte de l'offre privée, que ce soit les blablacars, que ce soit les transports à la demande. Je vous rappelle qu'une société comme Totum, qui a commencé d'opérer sur le territoire auvergnat, est en train de partir en Occitanie, compte tenu du mauvais accueil qui a été fait à sa proposition. C'est dramatique. Dramatique. Voilà, donc vraiment, j'attire l'attention. Il faut que les masses, très rapidement, se mettent effectivement dans cette approche. Et le CERM est vraiment un outil absolument merveilleux pour aller dans ce domaine-là. Troisième point, c'est la réplicabilité. On a parlé de Saint-Étienne et de Clermont, et très bien, c'est deux grands pôles auvergnats, auvergnat, du Massif central. Et comme l'a dit Patricia Rochès, le Massif central, ça descend vers le sud. Et chaque fois que j'ai une réunion, je dis, pensons bien à la réplicabilité, c'est-à-dire que les bonnes solutions qu'on peut imaginer sur le CERM, Clermontois, il faut que nous les dupliquions pour partie sur le reste du réseau. Et c'est faisable. En termes d'offres, en termes d'innovation, et choses comme ça, ayons systématiquement ce réflexe. On ne sera pas que pour la région clermontoise, que pour la région stéphanoise et les étoiles. Voilà, Patricia, merci de votre message. L'autre point, Jean-Yves. Jean-Yves, vous avez dit que vous alliez vous retrouver dans la même salle en 2026. Alors déjà, j'en accepte l'augure. Je vous dis simplement que j'aimerais bien que la salle soit plus grande. Parce qu'en 2026, on va donner une impulsion supplémentaire au projet. Le CERM, merci Anne-Céline et toute l'équipe de venir à nouveau en 2026, parce qu'il faut que ce projet-là ait réussi, déjà en fin d'année, et que ce soit finalement le fer de lance d'une opération internationale. Voilà, j'insiste, je reviens sur ce que j'ai évoqué ce matin. Notre territoire a une vocation internationale par sa nature. C'est-à-dire que ce que nous pouvons apporter par des CERM, par toute l'offre que nous avons, c'est quelque chose qu'il faut que nous programmions et que nous développions à l'international. Voilà, il faut retrouver cette ambition pour notre territoire, qui était celle des frères Michelin ou d'autres. Il faut qu'on ait cette approche-là. On n'est pas que sur notre territoire. J'insiste aussi sur une autre chose. Tout a été enregistré. Donc il ne s'est rien dit de méchant, donc tout va bien, il n'y a aucun problème, personne ne doit se sentir gêné. Mais parce que l'objectif est tout simple. C'est que vendredi matin, Françoise, oui, qui me fait signe d'arrêter, mais c'est important parce qu'elle a du travail. Françoise, à 10h, pour tous les gens qui se seront inscrits, qui auront donné leur adresse mail, ils recevront le compte-rendu. D'accord ? Et c'est très important. Et vous parliez également de cette période qui pourrait être une période intermédiaire au moment des municipales, etc. Nous, ça sera une période de gestation formidable. Dans 9 mois, nous sortirons un plan complet, réaliste, finançable de ce qu'est l'amélioration et la transformation des mobilités sur le Massif central. Vous serez tous conviés à y apporter les modifications que vous voulez, etc. etc. Voilà, mais c'est l'engagement que nous prenons. Donc on n'est pas sur 2029-2035, on est sur septembre 2026. Voilà, septembre 2026. Et dès vendredi matin, vous aurez un premier compte-rendu, effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, de ce que nous venons d'évoquer. Et pour une séance comme le CERM, eh bien, enfin, vous aurez un compte-rendu absolument complet si vous le souhaitez. Et ça peut servir vraiment à tout le monde. Vraiment, bravo pour les contributions. Moi, je suis heureux, parce que je me dis qu'il y a de quoi vraiment rebondir et de faire des choses formidables avec vous tous. Merci. Merci Patrick. Donc, rendez-vous vendredi matin pour les contributions et l'année prochaine à Clermont-Ferrand. Voilà.